Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je suis avec le représentant de la marque Secma pour lui poser toutes les questions que vous aviez mises dans les commentaires. Donc les amis, aujourd'hui j'ai la chance d'être accueilli dans les locaux de Secma. Alors si vous ne connaissez pas cette marque, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite concernant le test de la Secma F16 Turbo. Et après, on se retrouve, vous reviendrez sur celle-ci. Pour les autres, donc je suis dans les locaux, accueilli très gentiment. Merci encore. Merci à vous. Et puis, on va pouvoir donc dans un premier temps décrire rapidement ce que j'ai vu aujourd'hui, vu que j'ai visité l'usine. Et ensuite, on viendra aux questions que vous aviez posées justement sur le test de la F16 Turbo, les remarques que vous avez pu faire. Et on aura donc l'avis du représentant de la marque, savoir si vous étiez dans le vrai ou dans le faux. Pour repréciser à ceux qui ignoreraient tout de cette marque, où nous trouvons-nous actuellement? Alors, nous sommes donc dans les locaux de la Secma à Aniche, dans le nord de la France, pas très loin de Douai, entre Douai et Valenciennes. D'accord, donc tout ça pour rappeler que Secma c'est une marque française. 100% française et artisanale. D'ailleurs, j'ai pu visiter donc les locaux et quand on dit que c'est français, ce n'est pas comme certains le suggéraient dans les commentaires, juste un assemblage de pièces. Quasiment tout est réalisé ici en fait. Oui, exactement. On essaie d'être le plus indépendant possible, de ne pas sous-traiter, ou au moins le moins possible, évidemment, à part les moteurs, les pneus, des choses qu'on ne pourrait pas faire sur place. Mais on est totalement indépendant, on fabrique nos propres pièces, on n'est pas juste assembleur, on est un vrai constructeur automobile. Oui, parce que j'ai pu le voir, les châssis sont faits ici, oui. Toutes les pièces, on va dire techniques en métal, tout est fait exactement. Ici. Même tout ce qui est habillage en plastique, la plupart des pièces sont faites également ici. Après, bien sûr, moteur, voilà. Boîte de vitesse et puis l'électronique, je suppose. Des choses qu'on ne peut pas faire sur voilà. place. Mais donc, c'est bien une marque française. Si l'un des spectateurs de cette vidéo désire visiter l'usine, est-ce que c'est possible? C'est possible, oui. On fait ça sur rendez-vous. Généralement, les gens nous passent un petit mail ou un petit coup de fil avant et on organise une visite. D'accord, donc vous voyez, si vous voulez découvrir cette marque, vous pouvez le faire directement dans l'usine. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui vous proposeront ça. Avant de commencer à répondre aux questions qui ont été posées, on va parler d'un point qui a suscité le débat. Donc, la plupart, même l'ensemble des véhicules actuellement au catalogue de Secma sont homologués route. Oui, tout à fait. Dans la même catégorie qu'un véhicule classique. Classique, exactement, oui. Il n'y a pas de restrictions, de contraintes avec les véhicules vendus par Secma. Ok, non, on a une homologation qu'on appelle en petite série, donc c'est-à-dire c'est moins de 1000 unités par an. En revanche, ce sont bien les trois modèles de la gamme, donc F16, Fun Buggy, F16 Turbo, sont des modèles automobiles, donc une homologation automobile, qu'on appelle WLTP Euro 6.3, donc c'est-à-dire les dernières normes anti-pollution en vigueur. Et en plus, on n'a même pas de malus sur les F16 Turbo. D'accord. Et ça s'explique très certainement parce que les véhicules sont très légers, il n'y a pas de malus. Oui, déjà, on a un moteur quand même de grande série qui est très moderne, puisqu'il est monté actuellement dans la gamme Peugeot. Donc il y a déjà un taux de CO2 qui est quand même relativement bas, parce qu'on a 132 grammes de CO2. Nos véhicules sont aussi très légers, effectivement, donc ça permet d'optimiser au maximum les émissions. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'homologation bizarre comme certains ont pu le suggérer dans les commentaires. Ce ne sont pas des buggy ou des véhicules sans permis, ce sont réellement des voitures. Exactement. Donc, maintenant que ce point a été, on va dire, clarifié, on va commencer à répondre aux questions ou aux remarques qui ont été souvent posées concernant la F16 Turbo. Déjà, donc, vous avez vu la vidéo? J'ai vu. Bon, j'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a plu, mais... Bon. Les questions qui sont souvent revenues concernant ce véhicule, c'est déjà pourquoi, c'est peut-être le point qui a fait le plus polémique, pourquoi le choix du 1,6 litre Peugeot Turbo. THP. Voilà, le fameux THP, parce que certains ont soulevé que c'était un moteur qui est sorti il y a longtemps et qui a eu pendant de nombreuses années des retours un peu chaotiques. Et beaucoup suggéraient que ça devrait être à peu près la même chose maintenant. Donc pourquoi ce choix? Alors effectivement, le THP de chez Peugeot, effectivement, il a quand même une longue expérience maintenant. Il est fabriqué et monté depuis très longtemps dans divers modèles chez Peugeot Citroën.
Il a effectivement apparemment eu des soucis de fiabilité, mais c'était vraiment les premiers THP sur les distributions. Nous, les blocs qu'on utilise sont très très différents. Il y a énormément d'évolution sur ces moteurs-là. Ils sont très fiables. On a actuellement le 225 chevaux, mais on a eu aussi le 205 chevaux il y a quelques années avant les nouvelles homologations du F16 Turbo. On n'a absolument aucun souci de fiabilité sur ces véhicules-là. Même des autos qui font beaucoup de pistes, qui sont, on va dire, malmenées ou utilisées vraiment de façon très intensive sur piste ou sur route. C'est très très fiable. Et il y a eu beaucoup de travail fait par les ingénieurs chez Peugeot sur ce moteur-là, qui est vraiment fiabilisé. On a fait plus de 100 F16 Turbo, on n'a eu absolument aucune casse, malgré les autos avec des forts kilométrages. Donc ce choix il a été fait en fait parce que déjà on voulait garder des fabricants français, puisqu'on fait des autos françaises. Le but c'est de faire travailler aussi des entreprises françaises. Et ce qu'il y a, bon, après il y a des histoires de partenariat, d'affinité avec un constructeur ou un autre. Le choix de ce moteur-là il a été tout indiqué parce que déjà il se montait bien dans notre châssis. Son architecture elle était bien pour ce qu'on voulait en faire. Parce que c'est pas évident, nos véhicules sont pas des grandes autos et on n'a pas beaucoup de place. Donc il faut que les sorties d'échappement, collecteurs, turbo et des emplacements stratégiques et qui nous permettent de les intégrer dans nos châssis, dans nos carrosseries, parce qu'effectivement si ça passe pas, ça passe pas et on ne va pas faire modifier un moteur. En fait, ce moteur avait entre guillemets la chance de répondre à plein de contraintes techniques de votre côté. Il répondait à pas mal de contraintes techniques et ce qui a aussi fait beaucoup pencher la balance en sa faveur, c'est qu'il est fait pas très loin d'ici, à Douvrin, à la Française de mécanique. Et comme on essaie de faire du très très local, on peut même aller les chercher nous-mêmes à l'usine, qui est à même pas 1 heure de route d'ici. Et voilà, c'était aussi ça qui a été un gros point important pour nous. D'accord. Alors après, toujours sur ce choix du moteur, l'autre véhicule, l'autre moteur que vous utilisez actuellement, c'est un moteur qui vient pour lui de chez Renault. Oui. Certains se sont demandé pourquoi ne pas harmoniser en prenant tout Peugeot ou tout Renault. Je suppose que ça revient aux contraintes techniques dont vous parliez. Oui, exactement. Alors déjà, le moteur Renault qu'on utilise actuellement, qui est donc le 1600 K4M, qui fait 105 chevaux, on le monte depuis presque 13 ans maintenant. C'est un moteur qui est hyper fiable, qui est très très simple. Donc c'est un moteur Atmo, sans électronique, qui était parfait pour notre usage. Qui est encore homologué à l'heure actuelle aux normes anti-pollution en vigueur en ce moment, donc il est pérenne pour l'instant pour nous. On n'a pas vocation à vouloir le remplacer pour le moment. Et alors on pourrait harmoniser avec Peugeot ou autre, ou même Renault. Le petit souci qu'on a, c'est qu'actuellement les nouveaux moteurs sont beaucoup de petits moteurs avec des cylindrées beaucoup plus faibles, on a beaucoup de 1 litre, 1 litre 2, qui sont plus des Atmo mais des turbos. Et sur notre petit F16, malheureusement, le moteur turbo avec son échangeur, il n'est pas forcément évident à caser. D'accord. On doit lui trouver une bonne place, pas trop loin du moteur, à l'avant, mais à l'avant on n'a pas beaucoup de place sur le F16 qui est court par rapport au F16 Turbo. Donc il y a des contraintes techniques là qui sont difficiles à respecter. Entendu. Bon, je pense que concernant la motorisation, on a fait le tour. On a maintenant la plupart des réponses. On va commencer à parler sur peut-être ce qui a soulevé le plus de polémiques, surtout aux gens qui ne connaissaient pas cette marque, le style. Ouais. Énormément de gens ont fait remarquer que l'avant avait un style très, voire trop différent par rapport au reste de la voiture. Et c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai découverte, c'était sur un de vos salons à Rétromobile. J'avais découvert la voiture. Au niveau de la caractéristique technique, je m'étais dit ah ouais, c'est le top, c'est fait en France, c'est léger, c'est performant, rien à dire. Mais le choc de la face avant avec les phares un peu globuleux, beaucoup ont fait remarquer que ça faisait ressembler un peu à une Citroën AB6, AB8. On l'entend de temps en temps. C'est pas une voiture qui est, de mon point de vue, c'est pas moche, mais au départ, on est surpris. Ouais. On s'attend pas à ça. Et donc beaucoup de gens se demandaient, est-ce qu'il y a prévu une nouvelle face avant? Est-ce qu'il y aura peut-être une version comme la Fun Buggy mais en turbo avec des phares un peu plus à l'ancienne? Il y a eu beaucoup de questions soulevées comme ça sur une possible évolution du style. Alors pour l'instant là à ce niveau-là on n'a rien dans les cartons pour le moment. D'accord. Peut-être qu'à l'avenir on pensera à des choses, mais pour l'instant il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Et alors, le côté Annie 6, Annie 8, effectivement, nous revient assez régulièrement. Alors, il y a deux écoles. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, en photo, trouvent qu'il a un peu cette
cet esprit-là. Et les gens qui souvent le découvrent en vrai à l'usine, leur point de vue change souvent un petit peu. En vrai, elle passe quand même beaucoup mieux qu'en photo. Et alors, là, il y a eu beaucoup de recherches à ce niveau-là. Le design est fait en interne. Et en fait, on a aussi beaucoup de contraintes techniques, malheureusement. Les homologations elles sont quand même très strictes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc les feux, on doit respecter un écartement, une hauteur. Et malheureusement, faire des faces avant. Alors, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on voudrait faire, qui est racine ou qui est très sympa, mais on est coincé par les contraintes techniques. Donc on est obligé de trouver un entre-deux et donc respecter la hauteur, l'écartement des feux par rapport aux homologations qui sont quand même assez strictes. On ne fait pas ce qu'on veut malheureusement. Donc ça tient compte des normes d'homologation, de nos contraintes et de la place qu'on a aussi sur le véhicule, puisqu'on a aussi le coffre qui est sous le capot avant, on ne peut pas reculer les feux. Voilà, il y a beaucoup de contraintes qui rentrent en jeu et on ne fait pas ce qu'on veut malheureusement. Oui, c'est entre guillemets ce que j'avais pensé à la base, c'est qu'au niveau technique ça devait être très compliqué et donc on en a la confirmation. Pour rester sur le style, il a été beaucoup de gens ont fait remarquer que c'était dommage selon eux qu'il n'y ait qu'une seule couleur pour la F16 Turbo. Pourquoi ce choix de la vendre exclusivement en rouge? Alors, donc effectivement, les couleurs de nos autos sont souvent, on a une palette assez faible. Le F16 Turbo, il a un rouge métallisé qui lui est spécifique. Il y a uniquement ce modèle-là dans la gamme qui a cette couleur. Alors là, c'est aussi une contrainte technique en fait d'approvisionnement. En fait, nos capots de carrosserie sont faits en ABS PMMA, donc c'est un ABS qui est traité dans la masse, donc il n'y a pas de peinture sur les carrosseries. Et c'est une matière qui s'achète à la tonne. Pour faire nos capots, on a différents formats, différentes épaisseurs, pas matière, mais beaucoup de formats différents en fonction des pièces qu'on a à faire sur le véhicule. Et cette matière s'achète à la tonne. Et donc le problème, c'est que faire une auto bleue, une rouge, une jaune, une verte, il faudrait qu'on achète à chaque fois une tonne de matière dans chaque format. Oui. C'est difficile à stocker. Ça vous ferait énormément de stock. Ça ferait beaucoup de stock et beaucoup de pièces aussi à fabriquer. Et c'est toujours quand vous avez de quoi faire une auto orange en stock, on vous commande une bleue et inversement. Voilà. C'est pas forcément facile à gérer. Oui. Donc on essaye de pallier à ça en faisant des kits déco, des bandes de capot, des hexagones de différentes couleurs. On essaie d'adapter aussi quand même des kits déco à la demande du client pour que tout le monde n'ait pas la même auto. Et voilà, c'était principalement ça notre contrainte sur les couleurs. Certains ont émis l'hypothèse, peut-être complètement improbable, est-ce qu'un jour les pièces par exemple en plastique pourraient être remplacées par du carbone pour lui donner un look beaucoup plus noble et faire un véhicule plus typé haut de gamme. Parce que beaucoup ont reproché justement que vu que c'est beaucoup de plastique, ça fait entre guillemets cheap sur certaines pièces, vu que comme vous l'avez dit, beaucoup de pièces sont brutes, non peintes. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude avec les standards actuels, surtout dans le domaine du sport. Maintenant il y a énormément de marques, la plupart du temps très chères, on n'est pas du tout sur le même niveau de gamme, mais si je compare par exemple chez Caterham, ils ont des finitions très très haut de gamme avec garde-boue carbone, ce genre de choses. Oui. Alors on nous le demande parfois. Alors déjà il y a la question du coût. Les pièces en carbone, ça coûte très cher. C'est très cher, ouais. C'est très très cher. Pour rappel, le F16 Turbo on le vend un peu moins de 35 000 € de base. On veut garder un prix public qui soit quand même relativement bas par rapport à ses performances, à son coût d'entretien et au plaisir qu'on prend avec le véhicule. Chez Caterham, effectivement, il y avait beaucoup de pièces carbone, mais on a quasiment. Au double du prix. On fait x2 quasiment sur le prix. C'est le double du prix. Donc il y a il faut rester compétitif. Alors, et il y a aussi, pareil, encore une fois, contrainte technique, le carbone, c'est quand même une matière qui est assez cassante, qui est très coupante en cas de choc ou autre. Les homologations sont aussi très strictes. Et le carbone, ça ne se met pas en place aussi facilement que ça. Les pièces carbone à fabriquer, il y a des moules, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Et il y a quand même beaucoup de contraintes techniques et les moules sont chers. Oui. Et c'est une matière qui coûte cher à fabriquer aussi. Donc, il y aurait certainement une demande, une clientèle pour ça, mais c'est pas prévu chez nous pour le moment. Dernière question concernant l'esthétique de la voiture. On m'a fait remarquer, et c'est vrai que j'y ai pensé dès que j'ai vu la voiture, pourquoi sur la F16 Turbo il n'y a pas un aileron à l'arrière?
Alors oui, c'est vrai, pourquoi pas. Alors on a des clients qui ont monté des ailerons de seconde monte, hein, des choses en alu ou autre, D'accord. pour donner un look vraiment racing. Alors effectivement, niveau technique, ça apporte pas grand chose parce que l'auto est pas lourde et c'est pas ça qui va vous donner beaucoup d'appui ou autre. Mais alors là encore une fois, c'est une contrainte aussi d'homologation parce qu'en fait les ailerons c'est des parties saillantes et c'est très difficile de la faire homologuer, notamment au niveau des chocs piétons par exemple. Il faut pas qu'on ait de parties saillantes sur les véhicules. Donc dès qu'on a un aileron, tout de suite c'est plus compliqué. Alors effectivement, c'est des choses qu'on pourrait faire en seconde monte. On fait déjà des petits éléments, on a des petits appendices aéros sur le paquet, enfin sur le pare-choc avant, on a un petit béquet à l'arrière mais qui est vraiment discret. Mais bon, pourquoi pas, effectivement, ça pourrait être un équipement, un accessoire, en option pour la suite, pourquoi pas. Donc sur tout ce qui est esthétique, je pense qu'on a fait le tour à des questions que vous aviez posées. Maintenant, des questions que vous n'aviez pas forcément posées, mais que moi je me pose. Quand on veut acquérir l'une de vos voitures, peu importe le modèle, quel est le délai? Parce qu'on a visité l'usine, c'est une petite équipe, vous êtes moins d'une vingtaine, tout est fait de manière vraiment artisanale. Quel est le délai lorsqu'on commande une machine entre la commande et la réception? Alors le délai il est assez, il surprend beaucoup nos clients. À l'heure actuelle, quand vous commandez un véhicule chez nous, vous l'avez à peu près 2 mois après. Surtout à l'heure actuelle où effectivement on a quand même beaucoup de demandes parce que les beaux jours arrivent et tout le monde veut son jouet très rapidement. Donc on a beaucoup de demandes. Mais on a généralement un délai qui comprend entre 5 semaines et entre 5 et 8 semaines à partir de la commande. Alors effectivement, ça peut paraître impressionnant parce qu'on est une petite équipe, les autos sont vraiment faites à la demande uniquement, on ne fait pas de stock du tout. Hein. Quand vous commandez un véhicule, il est vraiment fait pour vous. Mais tout est fait sur place, donc du coup on est très réactif. Si on nous manque des pièces, en fait on les fabrique tout simplement. Oui. Donc les délais sont très courts et c'est vrai que c'est déroutant parce que dans la grande série automobile, on a parfois des très très grands délais pour des autos assez communes. Et nous on fait vraiment du sur-mesure avec des délais très courts. Donc lors de la visite, j'ai vu qu'il y avait pas mal de buggy sur les chaînes d'assemblage. Est-ce que ce serait pas le véhicule qui se vend le mieux actuellement dans votre gamme? Alors le buggy a beaucoup de succès, effectivement, depuis qu'on l'a présenté en 2017. On en a vendu, on arrive quasiment à 150 véhicules vendus là, uniquement sur le Fun Buggy. D'accord. Et il plaît beaucoup. Effectivement, il a le côté un peu bouille sympathique avec les fleurons sur le capot, plaît beaucoup. C'est aussi le modèle de notre gamme qui est le plus haut et qui plaît beaucoup aux camping-caristes. On a beaucoup de gens qui les emmènent sur un plateau derrière le camping-car. Ça leur fait un véhicule d'appoint pour vadrouiller quand ils sont en vacances quelque part. Et c'est une auto qu'on vend aussi beaucoup en location. On a beaucoup de loueurs en France et à l'étranger, dans les dom-toms notamment, ou aux Seychelles, même jusqu'à Madagascar. D'accord. Et c'est une auto qui plaît beaucoup en location aussi aux touristes qui viennent en vacances. Et au niveau de la production annuelle de véhicules, tout confondu? Alors on fait généralement entre 130 et 150 véhicules par an. Bon, eh bien les amis, je pense qu'on a vu, on a pu répondre à quasiment l'ensemble de vos questions. Si vous en avez d'autres, mettez ça bien sûr dans les commentaires, on essaiera d'y apporter des réponses. Merci encore pour toutes ces réponses. Merci à vous. Mais de rien. Et puis je rappelle que si vous désirez découvrir les véhicules, vous pouvez prendre rendez-vous pour visiter l'usine. N'hésitez pas. Avec plaisir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et bien, on se retrouve très bientôt pour autre chose. Allez, à tous.